L'abécédaire de frustration, c'est le nouveau format vidéo de Frustration Magazine. On va donc faire une série de 26 vidéos avec pour chaque lettre de l'alphabet un mot, un concept. On va décortiquer avec un ou plusieurs invités qui connaissent bien le sujet. Pour la première vidéo, on va parler d'anarchisme. Et on a la chance de recevoir Tancred Ramonet, réalisateur d'une série de documentaires de référence sur le sujet. Vous retrouverez les liens vers les films en description. N'oubliez pas que le travail de Frustration Magazine est rendu possible grâce à vos dons. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Tancred Ramonet, je suis réalisateur, producteur et aussi chanteur dans un groupe qui s'appelle ACAB. Sur la question de savoir comment se définir, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se définissent comme anarchistes et qui ne le sont pas forcément, surtout en ce moment. Je pense qu'on sera amené sans doute à en reparler. Ou beaucoup de gens effectivement qui ne se disent pas anarchistes et qui sans doute le sont. Moi j'ai pas trop envie de me définir, souvent on me définira comme on voudra. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veure dire être anarchiste? L'anarchisme, c'est un peu trois choses en même temps. C'est à la fois une pensée critique qui permet d'envisager le monde et les rapports sociaux d'une manière critique, de les réinterroger. C'est une théorie politique ou des théories politiques qui proposent un ensemble de manières de s'organiser ou qui essayent de proposer des possibilités de s'organiser de différentes manières. Et puis le dernier point qui est souvent négligé mais qui est pourtant très important, c'est aussi une éthique. C'est-à-dire c'est cette idée qu'il faut mettre les moyens et les fins en accord dans ses pratiques politiques, mais aussi dans son activité de pensée, de travail critique. Donc c'est un peu les trois. Et si on devait résumer, disons, le projet anarchiste, c'est l'idée d'aller vers une société qui serait harmonieuse, juste, égalitaire, fondée sur l'association libre. C'est un petit peu ça. Voilà, donc c'est une critique de toutes les formes de domination et l'idée d'aller vers d'imaginer ou de rendre possible une société juste, égalitaire et basée sur la libre association. Donc avec l'arrivée au pouvoir de personnes très hostiles à l'État social, aux fonctionnaires, à la dépense publique, comme Javier Milei en Argentine, ou maintenant ce qu'on voit un petit peu avec Musk aux États-Unis, on a pu voir des médias parler d'anarcho-capitalisme, ou même des fois d'anarchisme tout court. Est-ce que s'en prendre à l'État, c'est suffisant pour se dire anarchiste? Non, c'est une part. Il y a à l'origine de l'anarchisme une critique de l'État, et effectivement, le slogan « Ni Dieu ni maître », qui n'est pas anarchiste, il appartient à Proudhon, mais il y a vraiment l'idée de détruire dans le même temps, hein, c'est dans le projet anarchiste, la structure divine, les structures du capital et les structures étatiques, sachant que l'État fait ou permet la domination économique d'une classe et l'Église aussi. Donc il faut détruire les trois en même temps. Donc détruire l'un n'est pas suffisant. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que là, il y a ce phénomène comme ça d'apparition sur la scène internationale de ces figures qui se disent en réalité libertariennes ou libertariennes en américain, mais ce qui se traduit directement par libertaire, et qui se disent anarchistes. Alors c'est une très vieille stratégie réactionnaire de se faire passer pour libertaire, alors qu'en réalité, on a affaire aux gens les plus autoritaires qui soient. Alors là aussi, de la même façon qu'il y a une histoire de l'anarchisme, on pourrait dire qu'il y a une histoire de cet anarchisme de droite, cet anarcho-capitalisme, ce libertarianisme. Lui-même a une histoire. À chaque moment, on l'a vu apparaître. Alors celui très précisément qui nous concerne aujourd'hui, celui de Milei, de Elon Musk, il est apparu dans les années 70, juste après les vagues des révolutions de 68, à un moment où le mouvement de balancier était du côté de la pensée libertaire était vraiment largement partagée dans la jeune génération. Tout le monde se disait un petit peu anarchiste, à juste titre. Des philosophes comme Deleuze, par exemple, avaient quelque chose de libertaire. On avait à ce moment-là des scientifiques qui se disaient libertaires comme Paul Feyerabend. Il y avait des films qui prônaient l'anarchisme. Il y avait une histoire d'amour et d'anarchie, un film italien. Il y avait Eros plus Massacre. Enfin, donc l'anarchisme était un petit peu partout dans les journaux, etc. Il y a un petit groupe aux États-Unis d'Amérique
qui ont décidé de s'appeler anarcho-capitalistes ou libertariens. Les deux grandes figures à l'époque, c'est un personnage qui s'appelle Murray Rothbard, qui est un économiste, qui a écrit le manifeste libertaire ou libertarien, et qui est sur la côte ouest, et un autre qui s'appelle Paul Nozick, qui est sur la côte est, qui lui aussi écrit un livre où il prône, disons, l'anarchisme. Et en fait, leur idée, effectivement, c'est de tronquer ce qu'est l'anarchisme en disant, dans une logique ultralibérale, qu'il faudrait en réalité que l'État disparaisse au profit d'une gestion du marché, par le marché, de toutes les relations sociales. Évidemment que ça n'est pas anarchiste, mais ils arrivent à le faire croire, et finalement ça fonctionne assez vite, hein. Les libertariens prospèrent, notamment sur la côte ouest, influencent dès le début des années 80 avec l'élection de Reagan, et n'ont fait petit à petit qu'en creusant leur trou, que croître. Et avec Trump, ce sont ces personnes-là qui poussent derrière, qui ont un drapeau jaune et noir, parfois avec un serpent dessus, et qui se disent anarchistes, mais qui ne le sont pas du tout. Quand je dis que c'est une vieille tradition, c'est qu'à la même époque, en France, par exemple, Jean-Marie Le Pen fait, donc le père de Marine Le Pen, le fondateur du Front National, il va créer le Front National d'un mois à l'autre, et il écrit son mémoire de fin d'études sur l'histoire de l'anarchisme en France, et lui-même, on sent dans ce mémoire qu'il a une forme de tendresse pour une certaine idée de l'anarchisme, un anarchisme très individualiste, contre, évidemment, qui n'a pas ni les cheveux longs, qui ne jette pas de pavés, qui est en fait, en réalité, un individualisme de droite. Mais il fait croire qu'il aurait des tendresses pour l'anarchisme. Et on avait déjà vu ça dans les années 20-30, une espèce de récupération de l'anarchisme avec des groupes autour de l'Action française qui s'appelait le Cercle Proudhon. On l'avait vu, Mussolini lui-même disait que son père était anarchiste, ce qui était vrai, et que lui-même, il avait une sorte de filiation anarchiste, etc. Bon, l'idée, en fait, qu'on va cacher son projet ultralibéral, c'est-à-dire de défense des exploiteurs, de défense des riches, il vaut mieux dire qu'on est libertaire plutôt que de dire qu'on va défendre les grandes fortunes et écraser encore un peu plus les petits. Il y a un mot que tu as utilisé plusieurs fois, c'est celui de libertaire. Est-ce qu'en revanche, libertaire, c'est synonyme d'anarchiste ou pas? Alors, aux États-Unis, en fait, libertaire et libertarien, c'est la même chose. On dit libertarienne pour libertaire. Donc, c'est vraiment... Alors, là aussi, il y a une histoire qui est assez amusante, puisque aujourd'hui, libertaire semble plus doux qu'anarchiste. Or, l'histoire, voilà comment est apparu le mot libertaire. Proudhon, qui avait pour la première fois utilisé le terme anarchiste de manière positive, était anarchiste pour tout, sauf pour les femmes, qu'il considérait, dans un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Pornocratie », il considérait que les femmes devaient rester, en fait, leur place était dans la cuisine, qu'elles n'étaient pas capables de penser, et que tout ça était une affaire d'hommes, donc il était anarchiste en ce qui concernait les hommes. Et donc il y a un anarchiste, disciple en quelque sorte de Proudhon, mais qui a décidé de prendre Proudhon complètement au mot et d'être véritablement anarchiste, qui s'appelle Joseph de Jacques, et qui reproche à Proudhon dans une lettre le fait d'être anarchiste, comme il dit, pour 50% de l'humanité, et même, il dit, même si on est anarchiste pour 70% ou 80%, on n'est pas un vrai anarchiste, et il dit, donc, moi, à ce moment-là, si être anarchiste, c'est être anarchiste pour 50% de l'humanité, il dit, à ce moment-là, moi, je suis libertaire. Et donc, libertaire, c'est être en quelque sorte plus anarchiste qu'un anarchiste, donc normalement, ça devrait être une parole encore plus forte. Effectivement, dans les années 70, libertaire s'est un petit peu adouci avec l'influence justement de l'anarchisme de droite, des libéraux libertaires, etc. C'est devenu quelque chose de plus sociétal, alors que l'anarchisme est resté le poseur de bombes, le terroriste, le destructeur, le désordre et le chaos, quoi. Et libertaire, quelque chose de plus doux. Bon, en réalité, dans le fond, anarchiste et libertaire, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui le distingue finalement d'autres formes de socialisme? L'anarchisme appartient au courant du socialisme. C'est un des courants du socialisme, hein. Il y a plusieurs courants du socialisme, pour la faire très courte. Il y a un premier, disons, courant qu'on pourrait considérer comme un courant réformiste ou réformateur, qui est celui qui va donner la social-démocratie, avec cette idée que
en fait, on arrive au pouvoir par les urnes, et puis ensuite, une fois au pouvoir, eh bien, on petit à petit fait des réformes qui permettent d'aller vers plus de justice sociale. Disons que ça, ce serait un premier socialisme. Il y en a un deuxième qui apparaît principalement avec Marx et Engels, qui va être le communisme entendu comme Marx et Engels l'entendent, c'est-à-dire avec cette idée que le Parti communiste doit faire une révolution, les intellectuels en seront l'avant-garde éclairée, une révolution aura lieu, après cette révolution viendra une période qui sera celle de la dictature du prolétariat, pendant laquelle les prolétaires occuperont, avec le Parti communiste, prendront le pouvoir, feront petit à petit disparaître les classes, et puis ensuite seulement, comme ensuite le racontera Lénine, il y aura la société sans classe, parce que la société sera devenue, par l'effet de la dictature du prolétariat, juste, libre et fraternelle. Et puis, il y a, avec Bakounine, l'anarchisme qui va prendre son indépendance, parce que Bakounine critique la théorie marxiste en disant si on replace un État, même si c'est un État révolutionnaire, même si c'est une dictature du prolétariat, eh bien en fait, on ne fera que remplacer un pouvoir par un autre, et donc ce sera à nouveau des inégalités, l'absence de liberté et une société conflictuelle. Et donc non, il faut en réalité, dans le processus révolutionnaire lui-même, détruire l'État, détruire les formes de domination et créer dans la lutte révolutionnaire elle-même la société dont on rêve demain. Et c'est là qu'on voit bien qu'on a à la fois la pensée critique, identifier les lieux où s'exerce la domination. Ce n'est pas seulement pour les anarchistes une domination qui est une domination économique et sociale. Il n'y a pas que la lutte des classes, il y a aussi toutes les autres formes de domination qui doivent être détruites. La domination de la femme par l'homme, la domination de la nature par les humains, le pouvoir des personnes plus âgées sur les plus jeunes, etc. etc. On pourrait du monde hétéro sur les autres formes de sexualité doivent être. Tous ces points de domination doivent être identifiés, ils doivent être détruits dans le processus révolutionnaire par des méthodes qui elles-mêmes préfigurent la société nouvelle. En gros, détruire l'aliénation par des moyens non aliénés, on pourrait dire. Hein. Et donc, là, on voit bien le troisième chose, c'est-à-dire le point de vue éthique, c'est on doit se comporter en révolutionnaire et préfigurer la société juste de demain dans la manière même de détruire la société de domination. Et est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux figures de l'anarchisme qui, toi, t'intéressent particulièrement ou que tu apprécies? Ben, justement, là-dessus, par exemple, sur cette question-là, moi, une des figures que j'aime beaucoup et que je lis en ce moment et relis en ce moment beaucoup, c'est Emma Goldman, par exemple, donc Emma Goldman était considérée comme la femme la plus dangereuse d'Amérique. Elle a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Elle est passée par pratiquement toutes les tendances de l'anarchisme. Elle-même a contribué d'ailleurs à faire évoluer l'anarchisme. Et donc c'est une juive russe qui a émigré aux États-Unis d'Amérique, qui a découvert la conflictualité sociale aux États-Unis d'Amérique en arrivant notamment après l'affaire du massacre de Haymarket et qui a donné le 1er mai. Les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de Haymarket. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Elle a découvert le mouvement anarchiste, elle s'est en quelque sorte convertie à l'anarchisme, où elle a embrassé les idées anarchistes, et avec son compagnon de route, Alexandre Berkman, elle a été ensuite l'une des grandes voix de l'anarchisme aux États-Unis d'Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est que Emma Goldman, elle a écrit un livre formidable qu'il faut absolument lire, et qui s'appelle « Vivre ma vie », dans lequel elle raconte toute sa vie. Elle pointe très tôt
un très grand nombre de formes de domination qui, à l'époque, sont déconsidérées par un certain nombre de courants révolutionnaires ou isolés par d'autres, c'est-à-dire d'un côté le combat féministe qui ne se pose pas la question sociale, le combat pour les animaux qui ne se pose pas la question féministe ou la question sociale. Mais Emma Goldman, elle se pose et elle montre en fait la superposition, la manière dont les formes de domination se superposent et s'entretiennent. Et donc elle-même a été victime de viol. Elle était battue par son père, donc la domination patriarcale, elle la connaît, elle la dénonce, elle a connu le sexisme dans les organisations et dans le milieu ouvrier et elle le dénonce. Elle a connu l'exploitation sociale parce qu'elle a travaillé, elle raconte dans des pages qui sont inoubliables, son travail de couturière dans des endroits enfermés où on ne peut pas respirer, où il n'y a pas la lumière, où on doit rester 12 heures par jour. Et donc elle a connu l'exploitation sociale, elle a connu les violences policières et étatiques, etc. Et puis elle s'est intéressée à ces lieux où ces formes de domination en fait, se reproduisent, s'inculquent, etc. Donc elle s'est intéressée au système scolaire, elle s'est intéressée au syndicalisme révolutionnaire, elle s'est intéressée, elle a prôné l'action violente sous la forme de la propagande par le fait, puis elle l'a critiqué après coup. Enfin, elle a une vie qui est absolument complète, hein, et donc elle était là en soutien des martyrs de Haymarket, et à la fin de ses jours, elle va rejoindre les combattants en Espagne pour soutenir la révolution espagnole, et entre-temps elle sera allée soutenir la révolution russe, elle revient, elle la critique, elle revient, enfin c'est une vie qui est incroyable, et son livre est magnifiquement écrit, et on a l'impression de traverser le siècle avec une femme d'une générosité, d'une intelligence peu commune, et qui s'est faite elle-même, enfin c'est absolument, et dans la camaraderie aussi. Donc moi j'adore Emma Goldman. Et puis bon, ça c'est... Voilà, après moi c'est dans des moments, et donc depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'essaye aussi, ça c'est autre chose, de m'intéresser au black anarchisme, donc qui est peut-être une sous-tendance, une petite tendance qui est apparue dans les années 70-80 autour d'anciens membres des Black Panthers et de la Liberation Army, Ashanti Alston ou Kuwasi Balagoon, qui ont écrit des textes, de la poésie, qui ont été incarcérés et qui essayent d'imaginer, de voir comment est-ce que, ou pourquoi est-ce que ils n'ont pas eu la théorie anarchiste au moment où ils étaient dans le Black Panther Party ou dans la Black Liberation Army, et comment en fait l'anarchisme aurait pu apporter des solutions aux problèmes qui étaient les leurs à cette époque-là, et comment l'anarchisme peut être une perspective pour les Noirs américains qui, disent-ils, par exemple, vivent l'anarchie eux-mêmes au quotidien déjà dans le ghetto, puisque il n'y a pas l'État n'intervient pas autrement que sous la forme de la répression, et donc ils ont une habitude de l'auto-organisation. Donc ils disent, voilà, on est très proche de l'anarchisme parce que nous, on l'a vécu dans notre enfance, on le vit dans notre enfance, dans nos quartiers. Et donc voilà, ils essayent de promouvoir un anarchisme basé sur leur expérience. Et je trouve ça super intéressant. On associe un petit peu rapidement parfois l'anarchisme à des formes de protestation, mais est-ce qu'on a des expériences anarchistes qui ont eu lieu dans l'histoire et qui auraient fonctionné, c'est-à-dire que ce serait maintenu dans un certain temps Alors bon, c'était un lieu commun de dire, pendant moi toute ma jeunesse, on entendait dire que en fait l'anarchisme, il n'y avait jamais eu vraiment, c'était impossible, et puis il n'y avait jamais eu d'expérience qui avait tenu sur le long terme, ou dans la difficulté, dans l'adversité, en fait, ça ne fonctionnait pas. C'était des explosions sporadiques et souvent petites bourgeoises, pour reprendre la terminologie un peu marxiste qu'on utilisait pour disqualifier l'anarchisme. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, on sait qu'il y a eu des grandes expériences anarchistes, qu'elles ont fonctionné à des échelles locales et à des échelles pratiquement régionales, voire nationales, certaines sur du long terme. Et donc, oui, l'anarchisme peut
se mettre en place et fonctionner. Alors pour donner des exemples, parce qu'à chaque fois on dit lesquels, donc le premier, celui dont on parle toujours, le grand exemple, c'est celui de la révolution libertaire en Catalogne, pas seulement en Catalogne, mais en Catalogne, c'est-à-dire à Barcelone et autour. Pendant la guerre d'Espagne, on appelle guerre civile espagnole, etc. Mais il se déroule à ce moment-là une révolution libertaire qui dure, Hans Magnus Enzensberger a parlé du bref été de l'anarchisme, mais sur 9 mois, il y a une expérience libertaire complète qui est mise en place à l'échelle d'un territoire où les entreprises fonctionnent de manière libertaire, l'organisation de vie, la critique de la vie quotidienne est faite, les femmes accèdent par leur lutte à la contraception, au divorce, on fait des libératoires de prostitution, on parle de l'avortement, on imagine et on commence à théoriser la sexologie, donc la possibilité de prendre du plaisir dans la relation sexuelle libre et les différentes manières d'y arriver. Et on fait même l'anarchie dans l'armée, puisque on élit dans les brigades anarchistes, dans les colonnes, la colonne de Routy, on élit avec un mandat révocable comment on appelle ça, ces officiers qui sont révocables à tout moment. Et ces brigades-là, ces colonnes-là arrivent pendant ces premiers mois à mettre en déroute les armées fascistes qui, elles, sont organisées de manière ultra verticale. Donc c'est bien la preuve que même militairement, l'organisation libertaire peut être plus efficace qu'une organisation disciplinaire et verticale. Mais aussi, ça veut dire parce qu'il y a une conscience de la discipline qu'il faut avoir à l'intérieur de l'armée. Et effectivement, à partir du moment où il n'y a pas d'État, où les officiers sont révocables, ben, ça veut dire qu'on est responsable de soi-même. Et donc, on est à l'intérieur d'organisations et on a une autre idée de sa propre responsabilité. À Frustration, on avait notamment fait un article sur la Maknovtchina. On s'était basé sur une chanson des Berruyers Noirs, une reprise des Berruyers Noirs. Mmh. C'est un mouvement dont tu parles dans ton deuxième épisode de ton histoire de l'anarchisme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, juste d'abord pour la petite anecdote, effectivement, cette chanson qui est reprise des Berruyers Noirs, je crois au concert de l'Olympia, en fait, c'est une chanson qui a été à la base écrite pour un disque qui s'appelle Pour en finir avec le travail, qui a été produit par les situationnistes, par Guy Debord, qui s'amusait dedans à faire croire que les chansons étaient des vraies chansons de l'époque, mais en réalité ne l'étaient pas. Donc Debord, lui, avait écrit une chanson, La Java des bons enfants, dont il avait dit que les paroles étaient écrites par Raymond Caïman, qui était Raymond la science de la bande à Bono. Évidemment, cette Java des bons enfants n'a pas été écrite par Raymond Caïman, elle est écrite par Debord. Et la chanson La Maknovtchina, écrite par celui qui était le grand parolier de Julien Clerc et qui deviendra le parolier de Claude François, c'est Étienne Rodagil qui en a écrit les paroles. Et Étienne Rodagil était fils d'anarchistes espagnols, combattants de la guerre d'Espagne. Donc il a écrit ces paroles sur un air qui est un air d'une chanson léniniste à la base. Donc c'est une sorte de détournement situationniste en réalité. Donc cette chanson n'a jamais été la chanson de la Maknovtchina. C'est écrite par un descendant de la guerre d'Espagne, Étienne Rodagil, dans le cadre de ce détournement, de ce disque de détournement pour en finir avec le travail par les situationnistes. Donc je crois que c'est en 69. En revanche, en ce qui concerne la Maknovtchina, donc la Maknovtchina, c'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne, dont la figure principale est Nestor Makhno, et qui a lieu entre 1917 et 1921 en Ukraine, à peu près d'ailleurs là où se déroule la guerre aujourd'hui. Et c'est une insurrection qui est faite par les paysans et les Cosaques en Ukraine. Au même moment qu'a lieu la révolution russe, la révolution d'octobre donne une sorte de signal, permet l'ouverture des prisons. Makhno sort de prison et commence à organiser son armée insurrectionnelle en Ukraine, qui pendant 3 ans va sur un territoire gigantesque
à la fois faire la guérilla, combattre les armées blanches, enfin d'abord les armées austro-hongroises, puis ensuite les armées blanches contre-révolutionnaires, et en même temps administrer un pays qui est un pays de paysans, dans lequel, qui est le grenier à blé de l'Europe et le futur grenier à blé de l'Union soviétique, et donc organiser la production de matières agricoles, et donc faire fonctionner ça. Les paysans vont faire la guérilla, puis reviennent travailler les champs, et voilà. Et ils sont trahis, ils arrivent à empêcher même à ouvrir un front et à empêcher les armées blanches d'attaquer Moscou, qui allait être prise. La Makhnovtchina, qui sont des milliers de cavaliers à cheval, arrive à défaire les armées de Petliura. Il s'appelle Petliura, celui qui mène ces armées-là. Et ils ne sont pas remerciés par le pouvoir bolchevique, puisque quelques mois plus tard, le pouvoir bolchevique, l'armée rouge, se retourne contre l'armée de Makhno et pratiquement extermine toute l'armée noire de Makhno. Et Makhno arrive à fuir et il vient vivre en France, où il travaille à Renault et rencontre les combattants espagnols, les futurs combattants espagnols. Aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre de luttes contre des pratiques anarchistes, un peu sans le savoir ou alors sans le revendiquer. Est-ce que tu peux nous en parler et c'est quoi finalement être anarchiste aujourd'hui? Alors, il y avait, je cite quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est mort, qui était un grand anthropologue qui appartenait justement à cette catégorie de l'anthropologie anarchiste, qui est une branche de l'anthropologie qui essaye de penser la manière dont on pourrait vivre, dont l'homme pourrait vivre sans pouvoir. Anarchism is democracy without the government. You know, most people love democracy. Most people don't like the government very much. If you keep one and take away the other, that's anarchism. Et il a écrit un texte assez court mais très précis, justement au moment d'Occupy Wall Street, sur ce qu'étaient les nouveaux anarchistes. Et il explique justement ça, qui rejoint d'ailleurs la première question. Cette idée que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se comportent aujourd'hui en anarchistes sans même le savoir. Et finalement, ce qui compte n'est pas la manière dont les gens se définissent eux-mêmes, même si ça peut avoir son intérêt, mais ce qui compte, c'est la manière dont on se comporte, dont on s'organise et dont on mène ces luttes. Donc David Graeber, dans ce texte, par exemple, met un petit peu, considère comme anarchistes, par exemple, autant les paysans du Chiapas, qui s'organisent alors qu'ils viennent d'une tradition, disons, d'armée guévariste à la base. Le ZLN vient d'une tradition guévariste, c'est-à-dire vraiment verticale, etc. On petit à petit fait évoluer le fonctionnement de cet Ejército Zapatista de Liberación Nacional et l'organisation du Chiapas vers quelque chose de complètement libertaire, qui était à la fois héritage des frères Flores Magón quand ils avaient fait leur insurrection en Basse-Californie, mais aussi héritage des pratiques des paysans indigènes du Chiapas. Et les gens qui ils les voient comme des gens qui ont des attitudes ou des comportements ou des modes de fonctionnement anarchistes, un projet aussi libertaire, et aussi tous ceux qui se rassemblent dans les assemblées au sein d'Occupy Wall Street, voilà, sont, dans ce moment-là en tout cas, se comportent de manière anarchiste. Ils font attention à ce que tout le monde ait la parole, à ce qu'on établit des formes de démocratie directe. On n'a pas des représentants mais des mandataires. Ces mandataires sont révocables s'ils sont élus pour faire quelque chose en particulier. Et une fois que cette mission est accomplie, ils ne sont plus les représentants. S'ils trahissent leur mission, ils sont démis de leurs fonctions, etc. Enfin, voilà ce qu'on connaît dans les syndicats aussi libertaires comme la CNT. Et donc voilà, donc c'est ça. Et donc par extension, à partir de ce texte et de nos expériences, effectivement, on peut voir que, évidemment, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, il y avait des gens qui se disaient anarchistes, il y avait des drapeaux noirs, il y en avait aussi qui ne se disaient pas anarchistes. Mais en fait, on peut dire que la ZAD a été une expérience anarchiste aussi. Donc ça, c'est dans ces lieux locaux où on crée à la
la fois une forme de sécession, de rupture avec l'ordre capitaliste marchand et avec l'État. Ben voilà, là on a vraiment des formes d'anarchisme qui se mettent en place et capables de durer longtemps, imparfaits, inaboutis, mais enfin qui se sont mis en place là. Moi j'ai été, par exemple, une expérience tout à fait récente. J'étais l'année dernière à la Marche des Fiertés à Saint-Brieuc. La première prise de parole qui a été faite sur un char a été faite par la représentante ou une figure trans qui annonçait le début de la marche et a expliqué que toutes les formes de discrimination sexuelle, en fait, étaient reliées à toutes les autres formes de discrimination sociale, raciale, et que le projet de cette marche des fiertés, c'était de marcher pour affirmer son identité sexuelle, la fierté de son identité sexuelle, mais aussi dénoncer toutes les formes de domination et de discrimination. Eh bien, là, pour moi, on avait quelque chose de l'ordre d'une déclaration libertaire, et c'était intéressant de voir comme dans cette marche des fiertés, où on peut avoir l'impression que peut-être ce sont des combats qui sont parallèles ou périphériques, eh bien, elle montrait bien comment la question qui se posait là était la même qui se pose à d'autres endroits et que toutes ces questions sont réunies. Et donc, en ça, elle faisait une proclamation anarchiste. Aujourd'hui, il y a un peu une stratégie qui consiste à, une stratégie de la part de la réaction, des pouvoirs autoritaires, de nous faire absolument vouloir nous définir et d'une manière précise et étanche par rapport aux autres, et en réalité, toujours de nous éparpiller, atomiser. Et donc, ce qui est l'enjeu aujourd'hui, que l'extrême droite est en train de monter d'une manière aussi forte, avec un projet de plus en plus clairement énoncé, et maintenant, bientôt, ils ne vont plus avoir besoin de se dire libertariens ou trucs comme ça, mais ils vont dire très clairement que ce sont des pouvoirs autoritaires qui veulent se mettre en place, racistes, masculinistes. Eux, ils associent tous les points, évidemment, anti-écologiques, etc. Ils vont rassembler tous ces points-là et mènent une offensive qui est une offensive globale et radicale. Je crois qu'il est à la fois très important de savoir où on vient, quels sont les points sur lesquels on lutte et dans lesquels on est les plus à même de lutter, mais il est aussi très important de créer ces voies de solidarité et de savoir que ceux qui combattent contre les violences policières sont alliés à ceux qui combattent pour la reconnaissance des diverses sexualités et identités sexuelles, sont alliés à ceux qui se battent pour les discriminations raciales et tout, sont alliés à ceux qui se battent contre les formes d'exploitation. On l'a vu arriver, par exemple, dans les mouvements de lutte, comme dans le mouvement des Gilets jaunes, des gens très divers, petit à petit, dans la lutte, se rendent compte de, en fait, finalement, l'unité de l'ennemi, l'adversaire qui est en face de nous, qui a plusieurs têtes mais un seul corps. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir plusieurs têtes et un seul corps, et bien montrer que toutes ces formes d'attaques qui sont menées contre la nature et contre la planète, contre les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, et puis plus loin de ça, ne pas seulement être en réaction ou en lutte contre, mais pouvoir affirmer un projet, et donc ça rejoint la définition de l'anarchisme, un projet de société harmonieuse, égalitaire, dans lequel, par la libre association, on pourrait réussir à vivre tous ensemble, sans forcément tous se ressembler, puisque le but n'est pas de tous se ressembler, mais au contraire, qu'on soit dans une nature diverse, avec une humanité diverse, et qui est capable de discuter, de vivre ensemble de manière juste et libre. Voilà. Donc c'est ça, en fait, l'important.